Dans le monde très secret de l'espionnage, il y a des gens dont la mission est de s'infiltrer à l'étranger. Fausse identité, fausse profession, tout est bon pour nouer les bons contacts. Ces agents, c'est ceux qui font le plus rêver dans l'imaginaire commun. Mais il y a aussi tout un réseau de petites mains, de sources locales, qui elles aussi fournissent de précieuses informations. Et le principal souci, y compris pour le plus petit des informateurs, c'est de transmettre son information. Car on n'envoie pas des informations sensibles comme on enverrait un snap, vous vous en doutez. Si vous êtes grillé, ça peut très vite être dangereux pour vous selon le pays où vous êtes. Il existe donc tout un ensemble de techniques pour transmettre tout ça à sa hiérarchie. Soit par des canaux extrêmement sécurisés, soit par des techniques plus anciennes, comme par exemple celle des boîtes aux lettres mortes. C'est-à-dire un lieu de rendez-vous où vous laissez un message qu'une autre personne ira consulter plus tard. Des techniques de ce style, il y en a beaucoup, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout celle qu'a employée la CIA pendant des années sur des théâtres sensibles, comme par exemple en Iran ou en Chine. Et ces techniques, longtemps bien gardées, ça ressemble à ça. Oui, ce site permettait à des agents de la CIA de communiquer et de balancer des secrets iraniens. Et si on peut en parler, c'est parce que la CIA s'est faite griller de la façon la plus stupide qui soit. Et les conséquences de ce raté ont été absolument désastreuses. Mais avant de vous révéler comment la CIA a mis au point des sites super secrets, laissez-moi vous révéler comment ce tigre, oui, ce tigre peut vous permettre, vous aussi, d'avoir un site. Et oui, avec O2Switch, vous pouvez héberger tous vos sites web sur des serveurs entièrement français et gérés de façon indépendante. Mais ce ne sont pas juste des serveurs français, c'est surtout des serveurs qui performent comme jamais grâce à la techno Power Boost et grâce à un stockage 100% NVMe. Et si on vous parle aujourd'hui d'O2Switch, c'est parce qu'ils ont une nouvelle offre cloud pour répondre à tous vos besoins, avec un mot-clé assez simple, illimité. L'espace disque, illimité. La bande passante, illimitée. Le nombre de sites que vous pouvez héberger, illimité. C'est plutôt simple, non? Bref, si vous avez besoin d'hébergement web, O2Switch est là pour vous accompagner. Et avec notre code promo SILF15, vous disposez de 10% de réduction immédiate sur votre offre, tout de suite. Merci encore à O2Switch de nous accompagner, et nous on retourne voir des sites qui étaient un peu moins discrets que ceux que vous pourriez faire. Toute cette histoire commence au milieu des années 2000, en Iran. Un pays qui figure tout en haut des priorités du renseignement américain, notamment à cause de leur programme nucléaire. Pour la faire simple, les Iraniens veulent faire du nucléaire et les Américains préféreraient que non. Donc quand ils sont pas d'accord, ça part en guerre diplomatique ou en hack interposé, comme on l'a vu dans une précédente vidéo sur Stuxnet. Disons que ça se passe à peu près au même moment, donc si vous avez vu la vidéo sur Stuxnet, c'est cool. Sinon, vous pouvez mettre pause, allez la voir, elle est super. Bref, au cœur de tout ça repose l'espionnage. Une tâche assez difficile, surtout en Iran. Même si le pays n'est pas complètement isolé, il reste très discret et surtout bien protégé. La moindre suspicion peut vous conduire tout droit en prison, même si vous êtes là pour des raisons légitimes. Alors, les agences de renseignement se reposent aussi sur des informations locales, les fameuses sources. Elles ont plus de marge de manœuvre que des étrangers, et surtout, elles ont parfois des infos en or grâce à leur position ou à leur réseau. Et entre de bonnes mains, ça peut donner un gros avantage stratégique, que ce soit pour négocier des deals plus avantageux, ou pour empêcher l'avancée du programme nucléaire, par exemple. Mais pour recruter des sources locales, il faut d'abord convaincre des sources locales. Car oui, ce sont généralement des Iraniens qui doivent donc trahir leur pays, avec tous les risques que ça comporte. Les motivations d'une source peuvent varier, mais la CIA connaît parfaitement les leviers à activer. Ils se cachent généralement derrière un petit acronyme, Money, Ideology, Coercion et Ego. En d'autres termes, une source peut parler contre de l'argent pour se faire mousser par idéologie ou par contrainte. Et l'avantage en Iran, c'est que tous les citoyens ne sont pas complètement d'accord avec leur gouvernement, loin de là même. Alors certains se laissent tenter et coopèrent avec les Américains dans l'espoir d'améliorer peut-être leurs conditions de vie, voire de faire chuter le régime en place. Alors, ok, il y a des sources disponibles. Mais comment on rencontre ces gens? Comment un gars peut soudainement contacter la CIA? Il y a un numéro, une petite annonce? Des fois c'est beaucoup moins fantasmé que prévu. Certains vont juste à l'ambassade et d'autres peuvent carrément remplir un bête formulaire de contact sur le site web de la CIA. Il suffit d'indiquer qu'ils ont un métier intéressant ou un réseau qui pourrait servir, et si la CIA y voit un intérêt, ils se privent pas de la recontacter. Oui, c'est parfois aussi simple que ça. Et au milieu des années 2000, en pleine tension avec l'Iran, autant vous dire que la CIA recrute à l'appel. Et il n'y a pas que le nucléaire qui les intéresse. Tout peut être utile. Même une carte d'un réseau électrique, ça peut avoir un intérêt. Genre pour savoir où frapper au besoin, histoire de provoquer une panne générale dans le pays. Ça c'est une manière comme une autre de mettre la pression si jamais les tensions montent. Et ça tombe bien car il y a pas mal d'ingénieurs qui ne se sont pas privés de renseigner la CIA sur tout ça. Bon, maintenant qu'on a des sources, il faut trouver comment récupérer leurs infos sensibles. Au milieu des années 2000, on va miser sur les nouvelles technologies. Internet. Ce site est une façade de la CIA. Enfin, était une façade. Le lien avec la CIA, c'est cette magnifique barre de recherche, qui était en réalité une barre où vous pouviez taper un mot de passe, et une fois tapé, une belle messagerie s'ouvrait à vous, et elle vous connecte directement avec la CIA.
Personne ne s'étonnera de voir un tel site dans votre historique, parce qu'il a absolument rien de suspect. Oui, alors pour les plus jeunes, les sites pouvaient être aussi moches que ça à l'époque, ça n'inquiétait personne, d'accord? Et la CIA a bien fait les choses, parce que des sites dans ce style, il y en a des centaines. Une galaxie tout entière prête à l'usage dans toutes les langues et sur tous les sujets. Chaque informateur a son site dédié, histoire de cloisonner au maximum tout ce petit monde. Comme ça, si une source se fait gauler et qu'un site tombe, eh ben pas de souci, parce qu'ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Et du coup, si certains ont droit au foot iranien ou à la presse iranienne, d'autres ont droit à Rasta Direct. Pour en savoir plus sur le monde merveilleux des Rastafari, ou encore Fitness Dog, la référence protéinée de tout espion qui se respecte. Vous aimez la castagne et le russe? La CIA a de quoi vous régaler. Ah, vous préférez le gaming en Chine? Bien sûr, on n'oublie pas les fans de Johnny Carson, mais également ce site de fans de Star Wars. Et oui, bref, tout ça, c'est fait par la CIA. Et comme vous le voyez, c'est déployé aussi bien en Iran que dans d'autres pays où les Américains aiment bien avoir un peu d'infos. Genre en Russie ou en Chine. Alors dites-vous qu'on est à une époque où il n'y a pas d'IA, hein, donc tout ça là, ça a été fait par des ingénieurs ultra calés qui devaient faire des trucs de fou et qui se sont retrouvés à faire ces sites de merde. Le problème dans tout ça, c'est que la CIA a fait une énorme connerie. Car ce système ne devait pas du tout être aussi répandu. Vous avez vu, il y a beaucoup de sites. C'était à la base juste pour quelques cas précis et pour des sources sans trop d'importance. Disons qu'un ingénieur nucléaire qui se connecte tous les dimanches matins sur Rasta Direct, c'est vrai que ça pourrait faire tiquer des services de renseignement si jamais ils se penchaient dessus. Mais vu que ce système était super simple à mettre en place et à déployer, de plus en plus d'équipes de la CIA se sont mises à l'utiliser. En Iran, en Chine, en Russie, des coins qui, rappelons-le, ne sont pas super tendres avec les espions. Ça, c'est la première grosse erreur. Mais il y a eu pire. Et c'est un analyste de la CIA qui va s'en rendre compte en premier. Cet analyste, il s'appelle John Rady. Et désolé, on n'a pas de photo vu que c'est un agent de la CIA. Il chapeaute les systèmes de communication de la boîte et quand on lui parle de ses histoires de sites web, il est un peu étonné, John. Car il flaire que c'est pas très sécurisé et que ça a l'air étonnamment répandu. Alors il regarde un site et il se rend compte que la fameuse barre de recherche, quand on inspecte l'élément avec un navigateur, elle indique « password » en clair. Donc n'importe quelle personne qui inspecte l'élément peut le voir. Parfois c'est même messages ou compose qui sont écrits dans le code de la barre de recherche, ce qui laisse bien sous-entendre que c'est une messagerie secrète qui se cacherait là-dessous. Tout ça, ça semble être un gigantesque red flag, mais c'est que le début de ces découvertes. Parce qu'il remarque qu'entre Rasta Direct et Fitness Dog, qui sont censés être bien cloisonnés, il y a un élément qui les unit. Et même d'ailleurs entre tous les autres sites de la galaxie CIA. Parce que parmi ces centaines de sites créés de toutes pièces, un bon nombre d'entre eux semblent avoir été déployés au même moment côté hébergement. Et pas de façon très maligne. Parce que tout ça, ça fait que les IP se suivent numériquement. C'est con. Parce que quelqu'un d'un peu curieux pourrait donc juste regarder l'IP vers laquelle pointe le domaine, prendre celle d'avant ou d'après et tomber comme par hasard sur un autre site avec toujours une barre de recherche nommée password en clair. Autant vous dire que quand John y découvre ça, il a une petite descente d'organes, parce que c'est quand même son taf de protéger tout ça, et il se rend compte que ce truc, qui est de plus en plus répandu dans tous les services, c'est un putain de château de cartes qui est prêt à s'effondrer. Il suffit juste qu'un agent tombe ou lâche le morceau et potentiellement c'est foutu. Un service de contre-espionnage pourrait remonter tout le reste et donc d'autres sources et là ça va être compliqué pour la CIA. Tout naturellement, John va tirer la sonnette d'alarme. Il fait un rapport extrêmement détaillé sur toutes les failles qu'il trouve ici et il écrit plus de 25 recommandations pour tout débrancher dès maintenant. Le renseignement américain tout entier est au bord du gouffre sans même le savoir parce qu'en fait, selon lui, 70% de toutes les opérations seraient menacées, directement ou indirectement. 70%. Merci John, c'est très précieux comme retour. Réponse de la hiérarchie. Ok cool, tu es viré, John. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que toute son équipe a été reléguée à un rôle technique sans aucun droit de regard sur les opérations en cours, et on demande personnellement à John de prendre des nouvelles responsabilités, dans un autre service, d'une autre boîte. Parce que ça, visiblement, ce rapport, il emmerde beaucoup les gens qui sont au-dessus de lui. C'est une véritable bombe à retardement qui risque de péter à la gueule de tout le monde et qui pourrait bien faire tomber quelques têtes. Alors plutôt que d'affronter le problème, la CIA décide de faire taire celui qui en parle. John se retrouve donc à bosser dans une entreprise du secteur privé qui n'a plus rien à voir avec les opérations de la CIA, mais étant habilité secret défense, il ne peut pas révéler tout ce fiasco, sous peine de se retrouver en prison, tout simplement. La CIA continue donc de recruter en masse des sources et a créé de magnifiques sites pour communiquer avec elles. Parmi les sources qu'il recrute à cette époque, il y a Hosseini. Hosseini, c'est un informateur de la CIA que Reuters est parvenu à contacter des années plus tard, et grâce à qui toute cette affaire a refait surface. Hosseini, c'est un ingénieur spécialisé dans le nucléaire. Une source VIP comme on en fait peu, donc. Il a juste rempli un formulaire sur le site de la CIA en disant qu'il bossait à Natanz, un des complexes nucléaires qui intéressent les Américains.
Ceux qui connaissent Stuxnet doivent connaître Natanz. Il n'aime ni la politique de son pays, ni la direction que tout ça est en train de prendre. Alors il a commencé à révéler ce qu'il savait sur le complexe, sur les réseaux électriques et sur plein d'autres choses utiles pour les Américains. Puis on lui a demandé expressément d'aller chercher des infos sur Fordo, un autre complexe nucléaire dont personne ne connaît officiellement l'existence et qui est construit dans le plus grand secret sous le col d'une montagne, entièrement en sous-sol. Alors pendant plusieurs mois, Hosseini mène ses petites enquêtes et rapporte le tout aux Américains. Et le site Iron Goals qu'on a déjà vu au tout début, c'est justement lui qui lui est dédié. C'est par ce site qu'une partie des informations transite. Lorsque c'était vraiment sensible, la CIA l'invitait sur un terrain neutre, à Dubaï ou bien en Thaïlande, histoire d'être un petit peu plus discret. Tout ça marchait pour le mieux. Enfin même un petit peu trop bien, parce que quand Obama succède à Bush en 2008, eh bien il décide d'utiliser toutes ces informations pour faire pression sur les Iraniens. Avec un petit peu trop d'entrain, parce qu'il va tenter subtilement de leur faire comprendre que les Américains savent des choses. Suffisamment de choses en tout cas pour peser dans d'éventuelles négociations. Et c'est là que tout ce réseau d'informateurs, il est extrêmement utile. Car Obama va se mettre à leur parler de Fordo, le complexe nucléaire secret. Il sait où a été construit Fordo, quand a été construit Fordo, il sait tout. Et ça, c'est un véritable coup de massue pour les Iraniens. Ils vont hocher la tête poliment en façade, mais ils sont absolument furieux en réalité. Cette info, c'était du sensible de chez sensible, et si les Américains savent ça, c'est qu'il y a forcément une taupe qui traîne. Et cette taupe, ils comptent bien la trouver. Alors, en Iran, dès 2009, le contre-espionnage s'active. Tout est passé au peigne fin, la moindre personne suspecte est criblée, traquée, surveillée. Rien n'est laissé au hasard. Et en parallèle, ils vont contre-attaquer. Ils tentent à leur tour d'infiltrer la CIA à l'aide d'agents doubles, c'est-à-dire des agents qui prétendent avoir des infos contre l'Iran, mais qui en fait travailleraient en réalité pour eux. Après tout, s'il suffit de remplir un formulaire et d'avoir un job bien placé, ça devrait pas être très compliqué. Évidemment, comme souvent dans toutes ces histoires d'espionnage, il est dur de savoir exactement comment tout ça s'est déroulé à partir de là. Mais la version la plus retenue, c'est que les Iraniens auraient bien réussi à faire recruter un faux informateur, qui a donc eu le droit à son petit site pour communiquer. Un site qui aurait pu être... Ce qui est évidemment une révélation pour les Iraniens. Ils savent désormais que certains informateurs utilisent des sites bidons pour remonter de l'info. Et les services iraniens vont donc décortiquer tout ça dans le moindre détail. Et peu de doute, ils ont dû facilement tomber sur cette fameuse case password et tenter de chercher des sites avec des caractéristiques similaires, voire même trouver tous les autres sites en remontant les IP séquentiels. Et comme le lanceur d'alerte John le craignait déjà il y a plusieurs années, tout le château de cartes risque de s'effondrer. Et fin 2010, alors qu'Hosseini s'apprête à embarquer pour Bangkok à la rencontre de certains officiers de la CIA, des policiers iraniens l'emmènent à l'écart, puis le menottent à une chaise. Il n'a même pas le temps de se défendre qu'ils étalent devant lui toutes les informations qu'il aurait transmises à la CIA. Et ce qui l'étonne, c'est que les policiers ont l'air extrêmement sûrs d'eux, alors même qu'il n'a jamais avoué tout ça à qui que ce soit, si ce n'est à la CIA. Donc soit quelqu'un l'a balancé, soit le système de la CIA tout entier vient de s'effondrer. Hosseini est donc arrêté puis jeté en prison pour espionnage. 10 ans l'attendent derrière les barreaux, et il est loin d'être le seul à subir le même sort. Mais la CIA ne réalise pas ce qui est en train de se jouer. Il pense qu'Hosseini a dû faire une connerie, pas que tout le jeu est pipé. Alors il continue encore et toujours à publier des nouveaux sites, sans se douter de rien. Mais d'autres informateurs tombent à leur tour. Et lorsque l'agence parvient à les localiser, ils découvrent qu'ils sont bien souvent déjà emprisonnés. Et à partir de là, la situation va s'envenimer. L'Iran passe à la vitesse supérieure et commence à exécuter certains de ses espions, au point où l'agence est obligée d'exfiltrer en urgence certaines sources. On est très vite passé de quelques disparitions inquiétantes à une véritable campagne de traque. Et sans surprise, les Iraniens ne se cachent pas de leur victoire en annonçant fièrement dans la presse leurs opérations. La situation est donc déjà assez catastrophique. Mais elle ne fait que commencer. On a utilisé l'expression château de cartes parce que vraiment les conséquences vont être énormes. Car pile à cette période, la CIA va avoir vent d'une visite assez étrange à Téhéran, en Iran. Celle d'une délégation d'officiers du renseignement chinois venus rencontrer leurs homologues. Et s'il est impossible de savoir exactement l'objet de leur venue, certains analystes de la CIA pensent que c'était un véritable deal d'espions qui se jouait là-bas. Les Iraniens se seraient montrés très intéressés d'acquérir du matos militaire chinois, car le pays est sous embargo et ils auraient bien besoin de soutien. Et ils ont en échange non pas avec eux de jolies liasses de billets, mais une liste complète de sites utilisés par la CIA en Chine. Une mine d'or en termes d'information. Et comme par hasard, début 2011, c'est le bureau Chine de la CIA qui commence à sonner l'alarme. Toutes leurs sources se mettent à tomber les unes après les autres. D'autant que le contre-espionnage chinois ne semble pas frapper au hasard, bien au contraire. Ils savent exactement qui taper, où et quand. Certains ont juste la chance d'être mis en prison. Pour une douzaine d'autres informateurs, c'est l'exécution pure et simple qui les attend. Parfois même avec une mise en scène assez macabre, puisque certains seront exécutés dans la cour même de leur entreprise, face à leurs anciens collègues, une façon comme une autre de bien faire passer le message. Là encore, panique générale à la CIA pour colmater les dégâts, et exfiltrer les quelques sources VIP qui peuvent encore être sauvées. Mais la finalité, elle reste la même pour les Américains. En un claquement de doigts, tout leur réseau vient de s'effondrer dans le pays.
Et alors qu'ils sont en train de digérer le fiasco côté chinois, c'est côté russe que les sources commencent à sauter. Bref, vous l'avez compris, quelqu'un a percé à jour tout leur système et n'hésite pas à revendre la combine au plus offrant. Ce sont des dizaines voire des centaines de vies qui sont détruites à cause d'une erreur franchement stupide. Et avec ça, des années de travail pour développer un réseau qui s'effondre aussitôt. Mais évidemment, tout ça, c'est en coulisses. Publiquement, personne n'a la moindre idée de l'ampleur des dégâts. Seule la CIA et ses adversaires sont au courant. Et à force de se creuser la tête à réfléchir à qui aurait pu foutre le bordel à ce point, les Américains comprennent qu'il y a un point commun à tout ça, les sites de Rastafari. Car oui, tous ces sites étaient déployés aussi bien en Iran, en Chine ou en Russie. Et le problème, c'est qu'il y aurait plus d'une trentaine de pays au total qui sont concernés. Il faut donc tout débrancher au plus vite avant de subir d'autres pertes. Mais la CIA veut également faire tomber des têtes. Elle veut savoir qui a pu laisser un système aussi bancal en place pendant aussi longtemps. Elle veut des réponses. Ce qui tombe assez bien, parce que rappelez-vous, John, notre ami lanceur d'alerte, lui il a déjà fait ce taf, il a toutes les réponses à ça. Un dossier bien épais, avec les failles, les noms des personnes responsables, et même toutes les crasses qu'on lui a faites. Le seul petit problème, c'est que les gens que mentionne John sont bien placés. Et ces gens-là, personne ne veut s'amuser à les accuser de quoi que ce soit. Du coup, l'enquête se fait sans John, qui devient vite une petite obsession de la CIA. Ils l'ont viré une fois, mais son nouveau taf est encore secret défense. Alors, ils font pression pour le faire virer, juste au cas où. Et c'est un ancien collègue qui finira par lui avouer que tout ce qu'il craignait est bel et bien arrivé, et que cette mise à pied n'est donc pas un hasard. Si on essaye de le museler pile maintenant, c'est parce que la CIA cherche à étouffer cette affaire. Mais John, il compte pas se laisser faire. Et il décide d'attaquer en justice la CIA pour faire la lumière sur tout ça, pour faire condamner ceux qui ont ignoré ses alertes et pour obtenir réparation face à toutes les représailles qu'il a subies. Le problème, c'est qu'en faisant ça, John va découvrir la magie de la bureaucratie. Car on n'attaque pas la CIA en justice comme on attaquerait une autre agence. Il leur suffit d'invoquer la sécurité nationale. John n'a par exemple pas le droit d'être défendu par un avocat lambda, seulement par un avocat habilité au secret défense. Donc si vous souhaitez attaquer la CIA, votre avocat doit être habilité par la CIA. C'est pratique. Ils peuvent donc les refuser en boucle si ça ne leur plaît pas. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. John se retrouve donc à devoir monter un dossier tout seul face à une organisation qui fait tout pour l'étouffer. Et côté gouvernement, on lui fait comprendre que ça sert à rien d'essayer. Il faudrait recevoir l'autorisation de plusieurs organismes mais qui se renvoient tous la balle et personne ne veut se mêler à cette histoire. Bref, John est complètement seul. Et ça l'énerve d'autant plus parce qu'à côté, il constate que la CIA n'a aucun problème pour mener efficacement des enquêtes en interne. Par exemple, quand il s'agit de vol de bonbons, la machine est étonnamment efficace pour s'activer et trouver les coupables. Oui, vraiment, John il est vénère parce qu'il a appris au même moment que la CIA enquêtait suite au vol de 3000 $ de bonbons au siège. C'était en réalité des employés un peu malins qui ont réussi à trouver une astuce pour ne pas payer le distributeur. Et ils en ont un peu abusé. Ça a suffi pour déclencher l'installation de caméras espions un peu partout et l'ouverture d'un dossier solide pour identifier et condamner tout le monde. Bon, par contre, quand il s'agit d'empêcher l'une des plus grosses catastrophes de l'histoire du renseignement américain, ça rompiche quoi. On va juste faire taire le mec qui veut résoudre le problème. Bref, des années plus tard, John n'aura jamais eu justice. Les gens qu'il a désignés comme coupables sont toujours en poste, sans jamais être inquiétés, et en réalité, le seul qui a subi les conséquences de tout ça, c'est lui. Et les sources sur le terrain qui en ont parfois payé de leur vie. Tout ça est d'autant plus dramatique que la CIA n'a pas fait beaucoup d'efforts pour réhabiliter les anciennes sources qui se sont faites griller. La majorité sont toujours dans leur pays d'origine, blacklistés à vie de tout emploi stable et sans aucune chance d'avoir un visa américain pour tenter de se refaire. Certains dénoncent un véritable système de caste parmi les sources de la CIA, avec les VIP et ceux dont on se fiche. Mais côté CIA, on se contente de dire que c'est déjà pas mal s'ils sont toujours en vie, et qu'il vaut mieux éviter de les contacter à nouveau, sous peine qu'ils soient encore une fois accusés d'espionnage. Et si la CIA peut se permettre de tout foutre sous le tapis sans rendre de compte à personne, c'est en partie parce que l'opinion publique n'a jamais été alertée de tout ça. C'était un secret total. Personne n'a entendu parler de ce fiasco pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un révèle tout. C'est seulement en 2017 que le New York Times commence à sortir l'histoire du fiasco en Chine. Mais il ne précise pas encore le pourquoi du comment, ni comment les Chinois ont réussi à identifier autant de monde. Une année plus tard, en 2018, c'est Yahoo qui lâche le plus de détails. Il parle d'un système informatique qui aurait été compromis, sans préciser malheureusement que c'est des sites de Rasta. Et c'est bien dommage. Ils expliquent que ça a causé un énorme bordel entre 2009 et 2013, et ils ne mâchent pas leurs mots car, je cite, « c'était une catastrophe, un désastre aux proportions globales ». C'est finalement en 2022, soit plus de 10 ans après tout ça, qu'on a enfin le droit d'en savoir un peu plus, grâce à une enquête très fouillée de Reuters et de Citizen Lab. C'est grâce à eux qu'on sait désormais que ce fameux système compromis, c'était tous ces sites à la con. Avec de simples recherches Google, un coup de Wayback Machine et beaucoup de bon sens, ils sont parvenus à remonter toute une galaxie de sites utilisés par la CIA. Il y en aurait plus de 800 au total, tous utilisés pour communiquer avec des informateurs. Et ils expliquent que tout ça, s'ils ont pu l'identifier avec leurs petites mains, sans plus d'infos, il n'y a aucun doute sur le fait que les services de contre-espionnage du monde entier aient pu faire pareil, bien avant eux.
Reuters annonce qu'il y en aurait de tout type, passant par la météo, les news ou même les blogs de santé. Le tout dans plus de 29 langues différentes et ciblant au minimum 36 pays différents. Bon, Reuters, ils n'étaient pas tout à fait à l'aise à l'idée de publier tous les sites. Ça aurait pu peut-être compromettre des agences si jamais ils les utilisaient encore. Mais bon, maintenant que l'histoire est sortie, il y a peu de risques. Et ça tombe bien, car il y a plein d'autres petits malins qui mourraient d'envie de voir tous ces sites made in CIA. Alors ils sont partis de quelques screenshots et des infos de Reuters, et ils ont réussi à exhumer un joli fil d'Ariane. Parmi ces petits malins, il y a Ciro Santilli, un chercheur en sécurité qui a réussi à remonter toute une galaxie de sites en fouillant la Wayback Machine, et en allant comparer de vieux historiques d'adresses IP. C'est un boulot assez impressionnant, car diguer tout ça avec plus de 10 ans d'écart, c'est pas évident. Comme quoi, Internet n'oublie jamais rien. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on peut enfin se mettre d'autres sites sous la dent. Et surtout, ça nous permet de découvrir qu'il y a également des sites français. Et oui, la CIA nous espionne, dis donc. Moi qui pensais qu'on était alliés. Il y a donc parmi nous tous un Français qui se connectait régulièrement sur le summum de la finance pour révéler nos plus chers secrets. Eh ben bravo. Et ça va aussi bien pour nous que pour les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Je vous rassure, on est tous logés à la même enseigne dans le monde fabuleux de l'espionnage. Est-ce que des systèmes similaires existent encore aujourd'hui? Très probablement. Est-ce qu'ils sont un peu mieux sécurisés? On l'espère. Mais on espère surtout que ça vous aura intéressé de faire une plongée dans ce monde très discret du renseignement. Notamment avec ces techniques assez curieuses qui sont employées pour partager des informations sensibles. Parce que même si tous les films d'espionnage nous montrent des méthodes super stylées, tout ça s'est passé notamment sur le site de Rasta. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, on se dit à très vite, abonnez-vous évidemment. Bisous, salut!